Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de vie bas carbone avec Gildas Véré, le créateur du kit Inventons nos vies bas carbone. Alors, bonne écoute à tous. Alors, bonjour Gildas et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, c'est avec plaisir. Notre première question, Gildas, c'est comment va ta planète? Ah, ma planète, on la connaît tous. J'ai envie de te dire, elle est belle, elle est malade et elle est folle. Elle est belle parce que voilà, je suis chez moi, donc dans mon lieu de permaculture, je vois les arbres, même si c'est l'hiver, comme c'est moi qui les ai plantés, ils me parlent et je peux pas m'empêcher de trouver que la vie est magnifique et que je connais plein de gens magnifiques. Elle est malade, je crois que c'est un constat qu'on connaît bien tous, le changement climatique évidemment et les risques très forts qu'il fait porter sur non pas seulement les ours polaires, mais l'ensemble de la biodiversité et de la civilisation. Et puis surtout, mais enfin, tous les autres aspects des limites planétaires, voilà, le fait d'avoir perdu 80% des insectes en quelques décennies, rien que ça devrait nous arrêter d'un seul coup, se dire mais c'est juste pas possible, on peut pas prolonger une telle chose. Et justement, elle est folle parce que on sait tout ça et on continue quoi. On continue et on empire volontairement chaque jour la situation, alors que le constat est incroyablement bien documenté. On sait exactement ce qu'il faut faire. On fait le contraire de ce qui est objectivement nécessaire. Quand je dis objectivement, c'est ce qui nous est proposé par tous les scientifiques, que ce soit ceux du GIEC, de la biodiversité, ceux qui travaillent sur les sols. Les sols aussi sont en mauvaise santé. Et voilà un symbole de cette folie, quoi. Et enfin, le mot folie, il est très ambigu, quoi. Il y a une folie qui peut être très positive. C'est un peu sympa d'avoir un peu de folie, mais là, je trouve que c'est une folie qui est un peu triste. C'est celle qui amène à se faire du mal et à faire du mal à tout ce qu'on aime. C'est Jean-Pierre Dupuy qui le formule très bien, quoi. Il dit on n'arrive pas à croire à ce qu'on sait. On sait tous les problèmes qu'on fait, on sait tout le mal qu'on fait, et on continue de faire du mal et on en fait un peu plus chaque année. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on fasse du mal volontairement et ça me déboussole parce que la plupart des gens que je connais, ils sont ni fous ni méchants. Et pourtant, chaque année, on fait de plus en plus de mal. Et le dernier exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes qui connaissaient pas bien ces sujets ont rencontré plein d'experts. Et donc, en gros, c'était 150 personnes qui n'étaient pas écolos. Et en 2 week-ends de 3 jours, elles ont acquis tellement d'informations de vision systémique que derrière, en quelques week-ends, elles ont proposé le plan d'action le plus ambitieux qu'on ait en France. Et voilà, j'étais surpris par le succès de ce dispositif. Et vraiment, les 149 propositions qu'ils ont faites ne sont pas parfaites, mais sont vraiment remarquables d'ambition et très intéressantes. Et donc voilà, c'est des gens qu'on a organisés, on a mis des moyens colossaux pour qu'ils nous disent c'est quoi le nécessaire. Et une fois qu'on sait exactement c'est quoi le nécessaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, le gouvernement s'est empressé de faire exactement le contraire. Alors qu'il avait promis de passer les mesures de la CCC directement au Parlement, ce qui est logique, hein, dans une démocratie, c'est au Parlement de décider. Ils ont tout réécrit avec les lobbies et il reste à peine un dixième du nécessaire dans la loi finale. Et donc, quand je dis on fait le contraire du nécessaire, c'est très objectif, quoi. Y compris quand on a mis des efforts gigantesques pour définir collectivement qu'est-ce qu'on devrait faire, et ben, in fine, on décide de faire le contraire. Je trouve ça fou et ça me rend dingue. Alors, je vais quand même te poser une autre question. Si ça te rend autre chose que dingue, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti personnel? C'est-à-dire vis-à-vis de ce constat, comment toi est-ce que tu te sens ou alors comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu as découvert l'ampleur de la tâche? Ouais, je me souviens très bien comment j'ai découvert ça. C'était une de mes premières missions. Je devais répondre à la question, est-ce qu'on peut faire toute l'électricité française avec des renouvelables? Évidemment, avec la question, est-ce qu'on pourrait se passer du nucléaire? Et ma première réponse en regardant toutes les ordres de grandeur, c'était oui, sans problème. Mais c'est là que je suis vraiment tombé sur les questions de pic pétrolier et de changement climatique. Et j'ai répondu en premier, oui, sans problème pour produire l'électricité actuelle. Mais en même temps, il va falloir se passer du pétrole et du gaz. Et là, c'est une toute autre question.
s'il fallait faire 100% de notre énergie actuelle avec les renouvelables, là, c'est franchement difficile et problématique. Et c'est pourtant une nécessité vitale. Moi, je suis tombé sur tout ça dans les années 2004, je crois que je faisais cette émission-là. Donc, ça fait un moment, si tu veux, que ça me préoccupe. Et j'ai eu plein de phases, des phases où clairement ça m'empêchait de dormir, des phases où je l'ai un peu mis de côté, des phases où ça m'a servi d'énorme carburant pour faire énormément de choses. Donc voilà, il y a un peu de tout ça et c'est cyclique. C'est-à-dire, moi, j'arrive pas à me stabiliser vis-à-vis de ça. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça avance, où on est dans un truc très sympa avec d'autres gens qui travaillent là-dessus et on est plein d'optimisme. Et puis il y a des moments comme en ce moment où justement par exemple, ça fait un an qu'on avait lancé une campagne 2022, dernier mandat pour le climat, puisqu'on a pris l'engagement aussi de diviser par deux les émissions européennes d'ici 2050, comme nous l'a demandé le GIEC. Et en fait, si on commence en 2027, on ne va pas y arriver. Et si les élections de 2022 ne mettent pas au pouvoir des gens qui veulent agir sur le climat, on va attendre 2027. Donc là, voilà, je suis en train d'essayer de faire mon deuil du fait qu'on tienne l'engagement pour 2030, en sachant qu'il est pourtant absolument fondamental et que c'était le seul qui nous donnait une chance de tenir les 1,5 degré. Et donc voilà, je suis quand même dans une phase de deuil d'un espoir et d'une lutte dans lequel on avait mis beaucoup d'énergie et à un moment on y avait cru. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'élection de 2022 paraît très très mal engagée du côté de tous ceux qui s'intéressent un peu au climat. Donc c'est pas facile. Pour autant, c'est pas fini, quoi. Même si on est obligé de faire notre deuil du 1,5 degré, qui est déjà quelque chose de très difficile, ça vaut le coup de mettre toute l'énergie qu'on peut pour rester en dessous de 2 degrés, parce que c'est encore un monde très, très, très différent de ce qui pourrait se passer après. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les objectifs pour essayer de rester sous les 1,5 degré, voire sur les 2 degrés? Quels sont les objectifs définis par le GIEC notamment? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, volontiers. Je cherche dans quel sens on le prend, puisque c'est toujours un tout petit peu compliqué. Ouais. L'accord de Paris, qui a été signé par la plupart des pays en 2015, a promis qu'on garderait le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, si possible à 1,5 degré. 1,5 degré, c'est beaucoup mieux, parce qu'en fait, à 1,5 degré, on sauve une bonne partie des pays qui sont menacés, notamment dans le Pacifique. À 2 degrés, on va perdre des pays, notamment des petites îles, ce ne sont pas des très grands pays, mais on va perdre des régions côtières. En termes de biodiversité aussi, ça change tout. Par exemple, à 1,5 degré, on perd la moitié des coraux, ce qui est déjà terrible. Mais à 2 degrés, on perd au moins 99% des coraux. C'est-à-dire, en fait, une part gigantesque de la biodiversité marine, parce que c'est vraiment une espèce ingénieure de l'environnement qui en nourrit et en abrite énormément d'autres. Donc, se dire, bon, 1,5 degré, c'est trop tard, 2 degrés, c'est l'objectif optimiste. Ce qui est terrible, c'est qu'on est dans cette inversion où la version optimiste, c'est déjà une catastrophe. Néanmoins, c'est essentiel de rester en dessous de 2 degrés parce que, entre guillemets, c'est une catastrophe gérable. C'est quelque chose où on peut s'adapter, on peut travailler, on peut changer plein de choses. Il y aura des déplacements de population, mais sans doute dans une mesure qui peut être organisée. Par contre, si on dépasse les 2 degrés, il y a le risque que les Anglais appellent les tipping points, les points de bascule, où en fait on risque de déclencher des boucles de rétroaction dites positives. Mais ce n'est pas du tout positif, c'est un truc de physicien. En gros, quand il y a une rétroaction positive, ça veut dire que le système va s'auto-amplifier et in fine, ça va péter. Si le système climatique rentre dans des rétroactions positives, ça nous mène quelque part entre plus 4 et plus 6. Et je ne sais pas s'il faut en parler là, mais c'est vraiment une zone où on ne veut pas aller. C'est une zone où, globalement, la paix devient quelque chose de rare, tout comme la nourriture, et la vie sur Terre devient quelque chose d'extrêmement difficile et qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Donc, il ne faut vraiment pas y aller, quoi, vers plus 4, plus 6. Il faut vraiment rester en dessous des 2 degrés. Pour ça, il faut tenir les budgets carbone. Donc, le budget carbone, 1,5 degré, c'était 400 milliards de tonnes, ça pas de CO2. Ça paraît énorme, des milliards de tonnes, mais en fait, c'est moins de 10 ans d'émissions, quoi. Donc, dans moins de 10 ans, on aura dépassé pour toujours toute possibilité de rester à 1,5 degré. Pour 2 degrés, c'est 3 fois plus. Donc, ça nous donne 20 à 30 ans pour rester dans les 1000 à 1200 milliards de tonnes qui doivent être la totalité des émissions de l'humanité pour réussir à maintenir le réchauffement climatique en dessous de plus 2 degrés en 2100. C'est vraiment possible. Mais ça demande des changements majeurs, puisqu'il faut, commencer à baisser très vite. 2, il faut atteindre la neutralité, puisqu'il faut ne plus rien émettre après 2050. Mais le point clé de tout ça, c'est le démarrage, en fait.
C'est un peu technique, mais en fait, si on démarre 10 ans trop tard, nos chances sont divisées par 1000, quoi. Donc, il faut vraiment commencer vite, parce qu'en fait, c'est logique, c'est que dans le scénario, on émet beaucoup plus maintenant qu'après. Donc, on peut prendre du retard quand on émettra 10 ou 20 fois moins, mais si on prend du retard maintenant, c'est très, très grave pour tenir le budget global. Et donc, aujourd'hui, l'objectif clé, c'est de diviser par 2 les émissions mondiales en 2030. C'était l'objectif qui aurait dû être atteint avec une courbe régulière depuis 2018. Aujourd'hui, ça suffira probablement pas à s'arrêter à 1,5 degré, mais si on fait ça, on est bien parti pour les 2 degrés. Si on ne tient pas cet objectif, si on est un tout petit peu au-dessus, si on l'a divisé par un 8, il y a une bonne chance qu'on tienne les 2 degrés. Mais si on n'a pas fait baisser nos émissions en 2030, de toute façon, toute la suite est compromise. Donc en fait, pour résumer, l'objectif le plus rapide, le plus essentiel, c'est que les émissions se mettent à baisser en France et dans le monde le plus vite possible. D'ailleurs, j'en profite pour aussi préciser qu'on parle d'objectifs de 1,5 degré, de 2 degrés, sachant que les conséquences, on parle vraiment de moyenne, c'est vraiment pas du linéaire, c'est parfois même de l'exponentiel. Donc, si on loupe l'objectif de 1,5 degré, le prochain objectif, c'est pas 2 degrés, c'est 1,51 degré, grosso modo. Et si on loupe celui-ci, le prochain objectif sera 1,52 degré, etc., etc. En tout cas, c'était intéressant d'avoir les fluctuations de ton ressenti personnel, puisque c'est vrai que finalement, on est dans une permanente impermanence. Et ça va nous amener à la deuxième question, c'est comment tu arrives à gérer tout ça. Souvent, c'est l'action qui aide beaucoup. Alors la question, Gildas, c'est comment toi, est-ce que tu agis personnellement aujourd'hui? Alors, je vais te faire quand même la réponse en 2 phases. Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais eu des phases de grande anxiété quand j'ai découvert tout ça. Ça s'est complètement transformé quand j'ai découvert la permaculture, puisque la permaculture, c'est beaucoup plus qu'une technique agricole, c'est vraiment une manière de transformer toute sa vie en transformant le territoire autour de soi pour créer une vie sympa pour les humains et sympa pour toutes les formes de vie. Et du coup, c'est une énorme émulation intellectuelle et beaucoup de travail physique et technique. Et donc, voilà, j'ai appris à transformer un arbre en bâtiment, à planter des arbres, à gérer l'eau dans le sol, à gérer l'eau pour la rendre potable, à gérer l'énergie, évidemment, à planter, à me nourrir. Et ça fait un bien fou d'apprendre plein de trucs comme ça qui donnent le sentiment d'avoir prise sur sa vie, qui sont beaux, qui font du bien à soi-même et qui font du bien aux gens qui viennent le voir. Donc ça a été pour moi un immense plaisir et une grande source de joie et quelque part une protection contre l'anxiété de ce monde qui prend la mauvaise direction. Et puis j'ai rebasculé en résistance climatique il y a quelques années, qui était un autre mode d'action qui visait justement à se dire, même si la permaculture est heureuse, elle ne suffit pas, comme j'allais dire, tous les mouvements aujourd'hui écologiques ne suffisent pas à nous abriter des immenses risques de la destruction relativement globale. Je l'ai senti extrêmement concrètement, puisqu'en fait, tous les arbres que j'avais plantés risquaient de mourir à cause des canicules. 2 années de suite en Touraine, là où je vis, on a eu 4 mois sans une goutte d'eau. Et ça, un jeune arbre, il ne peut pas survivre à ça. Ils savent pas faire ça. Et quand tu vois des années de travail et de joie qui sont menacées par un truc qui ne dépend pas de toi, mais qui est pourtant le résultat de l'action humaine, voilà, il y a eu une colère et une envie de changement de stratégie. Et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on mette tous nos efforts pour sortir de cette inaction et ne pas laisser dériver cette catastrophe climatique, parce que tout ce qu'on fait qui a de la valeur, que ce soit la permaculture pour nous, mais je pense à mon frère, par exemple, qui est musicien, d'autres gens qui créent des choses géniales, et des groupes, tout ce qu'on crée qui a de la valeur est menacé par le changement climatique. Donc si on ne traite pas la crise climatique, tout ce qu'on fait va en pâtir, voire être détruit par ça. Et donc maintenant, je mets toute mon énergie à ça. C'est parfois très contrariant parce que je le disais, ça avance pas assez vite, voire en fait ça recule, puisqu'aujourd'hui les émissions augmentent. Chaque mois, on est un peu plus loin de tenir les accords de Paris, et chaque mois, la cible 2050 baisse d'un cran parce qu'on continue d'être au-dessus. Donc c'est très stressant. Ce qui fait que ça fait du bien, c'est quand même que quand on explique tout ça à plein de gens, notamment avec notre outil Inventons nos vies bas carbone, dont je crois qu'on parlera tout à l'heure, il y a plein de gens qui nous remercient, alors que, comme tu le vois, j'amène pas des bonnes nouvelles. Il y a plein de gens qui avaient des intuitions de tout ça et qui sont très contents d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir des pistes pour agir. Ouais. Et surtout, il y a toute la bande des copains autour de résistance climatique et d'Inventons nos vies bas carbone, qui sont des gens qui sont d'une lucidité rare, qui sont très courageux, qui regardent tout ça en face,
et qui sont drôles, qui sont sympas, qui aiment la vie, qui sont tous aussi investis dans la permaculture et dans plein de moments de convivialité. Et le fait de ne pas être seul face à ces questions-là, ça a changé énormément de choses pour moi. Pendant une dizaine d'années, je traitais tout ça tout seul avec des bouquins ou avec YouTube. Je déconseille fortement. C'est quand même le truc le pire, d'être seul au milieu de la nuit avec ces notions-là et Internet. Ouais. Quand on discute de ça avec des gens déjà vivants, informés, avec qui on peut échanger et créer des trucs, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est ça qui m'alimente et qui me fait du bien. Oui, tout à fait, c'est vraiment l'importance et la force du collectif. D'ailleurs, tu mets en place beaucoup, beaucoup de choses et ça mériterait presque un épisode par thématique. Aujourd'hui, on va être pris par le temps et on va se consacrer surtout sur l'outil que tu as développé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le kit Inventons nos vies bas carbone? Évidemment, avec grand plaisir. C'est l'aboutissement justement de tout le parcours dont on parle et de plusieurs années de travail. Puisque quand je me suis remis à parler de climat, on a créé la résistance climatique qui avait pour vocation à faire la pédagogie du nécessaire. En fait, on était parti d'un constat amer qui était de se dire, si demain on obtenait à peu près tout ce que les ONG climatiques demandent, eh ben, on ne tient quand même pas les accords de Paris. Parce qu'en fait, on n'ose pas demander assez, parce qu'aujourd'hui, ça paraît inacceptable de demander, par exemple, l'arrêt de l'aviation. La plupart des ONG ne demandent pas l'arrêt de l'aviation. Au début, elles demandaient une hausse moins rapide. Maintenant, elles demandent une diminution. Et en fait, on sait que pour tenir la neutralité carbone, il faut sortir de l'aviation entre 2030 et 2040, quoi. Et quand on n'ose pas parler du nécessaire, eh ben, les chances de l'atteindre sont évidemment faibles. Aujourd'hui, on vise très en dessous de la cible et on ne touche même pas ce qu'on essaye de se donner comme but. Donc on s'est dit, on va mettre les pieds dans le plat et on a parlé d'arrêter l'avion, de rouler moins de 2000 km par an en voiture, de manger très peu de viande, de manger 100% bio, d'arrêter d'acheter des objets neufs et de vivre en achetant d'occasion, et puis de s'investir de manière collective. Ça, c'était les 4 actions de résistance climatique. Elles étaient intéressantes parce que du coup, elles permettent de mesurer l'énorme fossé entre la normalité, tout le monde trouve ça normal de prendre la voiture ou voire même de prendre l'avion ou d'acheter un PC neuf. C'était normal en tout cas il y a quelques années. La question qu'on arrive à poser, c'est comment on fait pour que ça soit plus normal dans quelques années. Ouais. Il reste que ces questions-là, si centrales qu'elles soient, elles créent de la tension. Et du coup, on a parlé de climat à beaucoup d'endroits, mais il y a plein de gens que ça mettait mal à l'aise. Et on a vu qu'on voulait absolument garder cette idée des ordres de grandeur. La nécessité que les gens comprennent qu'il faut changer de braquet et il faut vraiment changer de méthode. Pour autant, il fallait qu'on trouve une manière de ne pas braquer les gens. Parce que si les gens se sentent accusés, en fait, ils passent leur temps à se défendre. Et quand ils se défendent, ils ne sont pas en train de travailler sur qu'est-ce que je pourrais faire autrement. Et ça mène à pas grand-chose. Et c'est à partir de cette recherche-là que j'ai écrit le livre Sauvons le climat, 10 actions pour entrer en résistance climatique, qui cherchait justement une manière de raconter cette histoire, de dire oui, c'est vrai, on a tous grandi dans un monde qui n'est pas viable et un monde dont les conséquences sont graves. Mais ce n'est pas une question de culpabilité, on n'est pas là pour se condamner, on est là pour changer. La question, ce n'est pas d'où on vient, c'est où on veut aller. Et donc voilà, on a travaillé les éléments de langage là-dessus. Et puis après, on a travaillé la question de comment on peut le faire sentir à plein de gens, parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a plein de gens qui lisent pas et qu'on a besoin aussi de relations dans tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à mettre les choses sur des cartes et à en discuter. Et dès qu'on a essayé ça, c'était génial. Parce que avant, on parlait avec les gens et on leur décrivait les problèmes. Et donc, de fait, les mauvaises nouvelles, nous étions le vecteur des mauvaises nouvelles. Et pas tout le monde, il y en a qui étaient très intéressés par ça, mais parfois, il y a des gens qui cherchaient à nous mettre à distance parce que c'est pas agréable de recevoir des mauvaises nouvelles et ça pouvait créer une relation pas toujours facile. Quand on a mis les mauvaises nouvelles sur des cartes, on n'avait absolument pas imaginé à quel point ça allait tout changer. Parce qu'en fait, au lieu d'être celui qui pousse quelque chose que l'autre ne veut pas forcément recevoir, on est à côté de lui et on regarde un problème qui est extérieur, on le regarde ensemble, on l'analyse ensemble et on parle des solutions ensemble. Et ça nous a changé la vie. On porte le même discours qu'avant, mais j'allais dire avec 10 fois moins d'efforts, on a 10 fois plus d'effets, quoi. Donc, quand on a commencé à expérimenter ça, on a mis tout notre temps et notre expertise, parce qu'on est quand même un réseau d'experts. J'ai la chance d'avoir des collègues ingénieurs et pointus sur le sujet. Pendant 2 ans, on a testé diverses formules, créé des nouvelles cartes, jusqu'à la formule d'Inventons nos vies bas carbone qui a été publiée au début de l'année dernière.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très efficace et tu as vraiment bien cerné la difficulté de séparer le message et le messager. Et aujourd'hui, grâce à ces ateliers, en fait, c'est vraiment chose qui est faite, c'est qu'on reste sur des éléments factuels et on n'est plus dans des débats de croyances ou un peu trop à l'affect en disant non, mais parce que c'est toi qui me le dis, je ne veux pas l'écouter. Non, comme tu le dis très bien, on regarde vraiment pour aller dans la même direction, mais on regarde ensemble le même problème et on est les uns à côté des autres. En fait, on est ensemble de toute façon. Il y avait une autre question qui peut être intéressante, c'est quel cheminement tu as entrepris pour en arriver là? Tu parlais d'ingénierie. Il me semble que tu as un background qui est plutôt axé là-bas. Et donc, est-ce que tu as eu un moment décisif dans ta vie qui t'a vraiment fait aller dans la permaculture ou est-ce que c'est plutôt quelque chose un peu plutôt en pelote de laine? Comme tu le disais, moi, je me suis formé aux mines de Paris, donc comme ingénieur généraliste avec une spécialisation sciences de la terre et environnement. Hmm. Donc, à la fois, j'ai vraiment cette casquette de technicien qui aime les chiffres, et à la fois, j'ai toujours eu ce goût pour la nature et cette conscience écologique. Après, elle s'est précisée au fur et à mesure du temps, avec des choses que j'ai déjà pas mal décrites. Si je dois donner un moment clé, oui, je crois que c'est assez simple. C'est le moment où je rencontre Claire, qui est aujourd'hui ma compagne et du coup la mère de notre enfant. Hmm. Et Claire m'emmène dans un truc que je connaissais absolument pas, qui était les rencontres européennes de permaculture. Voilà, elle me dit, je pars en Belgique aux rencontres européennes de permaculture, est-ce que tu veux venir? Je dis, oui, 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 je veux venir. Je me foutais pas mal de la permaculture, pour être honnête, mais j'avais très envie d'y aller. Voilà, j'avais d'autres motivations, comme on peut le dire. Mais une fois arrivé là-bas, je venais de la rencontrer. Ça a été un très, 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 très beau moment et qui a eu de belles suites, mais pas seulement celle que j'attendais, parce qu'évidemment, une fois que j'étais dans le rendez-vous des permaculteurs européens, j'ai tendu l'oreille et j'ai découvert que le monde que j'appelais de mes voeux, ce que je rêvais pour dans 20 ans ou dans 30 ans, existait déjà, en fait. Il y avait un monde parallèle où il y a des gens qui vivaient d'une certaine manière dans le futur, qui avaient essayé énormément de choses et qui s'organisaient. Et ça a bouleversé ma vie. D'un côté, parce que je me suis mis à être heureux, notamment de la vie qu'on partageait avec Claire, et de ce mode de vie permaculturel qu'on avait envie de découvrir, puis de porter, puis d'expérimenter, et enfin d'enseigner tous les deux. Donc c'est vraiment le moment clé où j'ai décidé d'arrêter de faire l'ingénieur et d'arrêter de m'occuper de ma carrière et de faire ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est depuis ce moment-là que ma carrière est devenue intéressante. On va arriver tout doucement vers la dernière partie du podcast qui va être orientée vers quelques actions. Et justement, Gildas, la question, ça va être quelles sont pour toi les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et si tu peux nous dire pourquoi? Oui, clairement. Pour moi, ça s'articule vraiment avec ce qu'on fait avec la résistance climatique et Inventons nos vies bas carbone. On parle toujours de changer la norme sociale. On est convaincu que c'est un enjeu collectif. Et le problème, c'est que l'individu se sent souvent démuni face à la norme sociale. Donc ça, c'est notre objectif. Il faut que ce soit vraiment cool de partir en vacances en vélo et que celui qui, pour la 3e fois, raconte où est-ce qu'il est parti en avion, passe pour quelqu'un de décalé dans 5 ans. Mais ça ne peut pas se décréter. Alors, comment on fait ça? Nous, on a 3 axes proposés. C'est changer sa vie, parler de climat et l'action collective. Et surtout, on cherche à ne jamais opposer action collective et incarnation. Il y a des fois des militants qui trouvent que c'est agaçant qu'il y ait des gens qui veuillent faire des choses à l'échelle individuelle parce que ce ne serait pas assez dans les luttes collectives. De l'autre côté, il y a des gens qui sont très, très portés sur le fait d'agir à son échelle et qui sont parfois rebutés par le caractère parfois conflictuel des actions collectives. Nous, on croit que les deux se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de faire aboutir le sujet si les individus ne changent pas leurs habitudes. Et évidemment, pour pouvoir changer la société, on a besoin de luttes collectives qui aboutissent. Donc ça, c'était pour le contexte. Concrètement, changer sa vie, c'est-à-dire faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre en restant heureux, parce que si vous devenez dépressif, on n'a rien gagné et c'est contre-productif. Et sans doute, le premier truc à faire, c'est de trouver des moyens de voyager sans avion ou de faire ses vacances sans avion. Arrêter l'avion, c'est sans doute le premier pas. Et ensuite, de faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre pour aller vers 2 tonnes. Mais l'avion, c'est sans doute un premier pas. Parler de climat partout. En fait, le changement climatique et ses conséquences sont quasiment un tabou, notamment au boulot. Ouais.
essayer d'oser parler climat et le dernier rapport du GIEC et la tribune des 1400 scientifiques de la semaine dernière et celle des 1800 scientifiques d'il y a 2 ans et celle des 17 000 scientifiques. Voilà, raconter tout ce qu'il y a à dire sur le climat à la machine au café, ça, c'est une action extrêmement forte parce qu'en fait, ça n'a pas sa place aujourd'hui dans le monde professionnel. Et puis agir collectivement. Ça peut être un truc très simple, simplement signer des pétitions, mais ça peut être aussi aller marcher ou s'investir dans des ONG, voire pour les plus motivés, participer à des actions de désobéissance civile ou à des démarches politiques. Mais dans tous les cas, jamais rester seul et donc articuler démarche personnelle et action collective. De ton point de vue, Gildas, quel est pour toi le plus grand défi pour notre société pour les années à venir? Comprendre que on peut vivre infiniment mieux avec moins de CO2. Et donc, sortir du mensonge de la croissance. Un, c'est une obsession, mais deux, c'est un mensonge. On n'est pas de mieux en mieux, plus on crame de pétrole, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, on a un blocage. On est coincé sur plus, c'est mieux, mieux, c'est plus. C'est pas vrai. Plus, c'est suicidaire. Et en plus, ça nous fait pas de bien. Enfin, on va dire, voilà, je vois tout le monde qui bosse de plus en plus, ou à côté de ça, des gens qui n'ont pas de boulot. Et en gros, il y a énormément de gens qui souffrent de ce rythme délirant où c'est toujours plus, ou alors tu es hors jeu, quoi. Donc, sortir de cette obsession-là et trouver un équilibre, accepter que les limites, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc, faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ça revient à ça. Très concrètement, aujourd'hui, pour moi, tout ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est vital et important. Tout ce qui ne fait pas baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est secondaire, voire contre-productif. Je vais t'inviter pour la dernière question à fermer les yeux et te proposer un exercice de pensée. Et on va tous les deux se projeter en 2050. Et la dernière question, ça sera: comment est-ce que tu imagines ta planète dans une trentaine d'années? Est-ce qu'on aura réussi à répondre à ce défi? Waouh! Alors, le truc, si tu veux, c'est que les images se mélangent et j'ai clairement, tu vois, 2 futurs possibles. Ouais. Il y en a un que je t'évoque et puis l'autre que je te décris. Il y en a un qui apparaît, qui est celui où en fait on continue comme ça. Et là, c'est les images des réfugiés, les livres que j'ai lus avec SOS Méditerranée, sauf que c'est 1000 fois plus. Et puis, à un moment, c'est nous qui sommes sur le radeau de réfugiés. C'est le moment où on va vers un monde à 3 milliards de migrants et les Français ont évacué et on est dans un camp de réfugiés, quoi. Donc ça, c'est celui où je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Et donc, je vais essayer de te décrire l'autre, parce que c'est celui qui m'intéresse. C'est celui où, à un moment, on a compris qu'on n'était pas sur la bonne voie, et on s'est mis à s'organiser. Et typiquement, sur la route qui passe devant chez moi, il ne passe plus des gros SUV, mais il passe régulièrement des véhicules qui sont ultra légers. C'est des véhicules, alors ce sont des voitures, mais beaucoup plus légères que les voitures d'aujourd'hui. Elles font genre 300 kilos. Elles sont partagées, elles sont électriques. Et puis, je vois que tous mes voisins se sont mis à mettre de la nourriture dans leur potager. Et puis, en fait, bon, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, en stage dans la maison de mes voisins, parce qu'en fait, les voisins sont partis en voyage, donc ils sont partis 6 mois, parce que ça fait longtemps qu'on a lâché le modèle de 5 fois une semaine de vacances par an. Parce qu'en fait, tu ne peux pas voyager quand tu as une semaine de vacances. Donc, eux, ils sont partis 6 mois parce qu'ils voulaient faire un grand voyage. Mais pour que leur jardin et que leur maison aillent bien, il y a des gens, un peu dans le mode woofer, qui sont en train d'occuper la maison en face et ils sont très sympas. Ils ont un gamin qui est un peu plus jeune que le nôtre et ils jouent tous les deux. Et d'ailleurs, ils font des visites naturalistes pour les gamins de l'école qui sont à côté. Et voilà, c'est un peu ce type d'ambiance que j'imagine. Un truc où on regarde les choses très différemment parce qu'en fait, les pays du Sud nous regardent avec un nouveau regard puisqu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit capable d'une certaine manière, de descendre de notre piédestal et d'aller vers une vraie égalité. Au niveau mondial, en fait, le niveau de vie en France est assez proche du niveau de vie en Amérique du Sud ou en Asie ou en Afrique. Et on a fait en sorte que tout le monde ait de l'eau, tout le monde ait une école, tout le monde ait un hôpital. Et puis, voilà, plus personne a de jet privé et on s'en porte pas plus mal, quoi. Gildas, merci beaucoup pour ces superbes mots de fin et un récit qui est très inspirant. Avant de terminer ce podcast définitivement, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot pour conclure? Ouais, parlons climat. Je veux dire, il faut sortir du tabou et du coup, on arrêtera d'être fou. Ça fait du bien, en fait. Dès qu'on rencontre d'autres gens, ça cesse d'être oppressant. Et voilà, je
je me lance pas dans l'explication, mais décaler la fenêtre d'Overton, s'il y en a qui le connaissent, c'est vraiment assez génial comme concept. Ou simplement changer la norme sociale. Et donc, pour ça, tout simplement, inventons nos vies bas carbone, quoi. Gildas, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Merci Bastien, et bravo pour tout ça. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!